La commune de Lemberg est très fière de ce passé de verrier, fière de ces femmes et de ces hommes qui étaient reconnus pour leur créativité et notamment pour leur qualité de travailleurs. Sur les fondations de la cristallerie, nous les élus, nous souhaitons redonner vie à cette place et développer de nouvelles activités tout en gardant les valeurs que les anciens nous ont transmises. Ce film et d'autres réalisations maintiendront le lien vers le passé qui nous a façonnés et qu'il ne faut surtout pas oublier. Nous sommes en 1997. Ici et là, en déambulant sur les 3 étages de ce bâtiment à l'abandon, on découvre quelques croquis, quelques débris de verre, quelques restes d'équipements, vestiges d'une activité verrière soutenue. La manufacture était immense. 70 ans plus tard, le site situé au cœur de la commune de Lemberg est désaffecté. Reste à vous raconter son histoire, la belle aventure des cristalleries de Lorraine. Un fleuron né de l'initiative d'un boulanger et d'un savoir-faire ancestral. Celui qui a fondé l'usine, c'était le papa, le Théodore. Il était boulanger et était cultivateur. Et à un moment donné, ça lui a dit, ils ne veulent plus de son pain. Il a dit, si vous ne faites plus de pain, moi j'ai fait du cristal. C'est comme ça que ça a commencé. Hein. Tout le monde disait la Lorraine quand on venait. Ça ne disait pas la cristallerie Lorraine. La Lorraine, ah la Lorraine est là. Automatiquement, hein. Et c'était connu partout, aux États-Unis, au Brésil, partout, c'était connu partout. Dès ses débuts, en 1925, la cristallerie se spécialise dans la fabrication de verres et de services de table. Theodor Heitzmann embauche 20 ouvriers, la plupart d'entre eux proviennent de la cristallerie de Saint-Louis. 1 an plus tard, ils sont déjà une centaine et l'usine continue de prospérer. Elle aspire, dès leur sortie d'école primaire, une grande partie de la main-d'œuvre locale. Als ich aus der Schule gekommen bin, hat es gesagt, du musst halbe Jahr zum Heitzmann gehen, denn da fehlen Leute in der Hütte. On a terminé l'école le vendredi, c'était terminé à 14 ans, et le lundi j'ai commencé à l'usine. J'avais tous les amis qui étaient à l'usine de la cristallerie. J'ai commencé à travailler à 15 ans et demi, en 1962. Je suis sorti de l'école en juillet 67 et donc on a facilement trouvé de l'emploi. Et comme beaucoup de gens qui travaillaient à la cristallerie, je suis été embauché à la cristallerie dans l'atelier de création pour les verres et différentes activités. Quand j'avais 13 ans, en novembre, mon père est mort d'une embolie pulmonaire et ma mère s'est retrouvée avec 8 enfants. Alors, on n'avait pas le choix et on était content qu'il y avait les cristalleries. Mein Mann hat in der Kristallerie geschafft und ich habe in Sackermann in der Feuers geschafft. Und da war es ein bisschen weit und dann hat er mir einen Platz gesucht, hier in Lemberg, da unten in der Kristallerie. Als wenn dann nachher wieder gefragt hat, habe ich schon kommen. Les gens à l'époque, il n'y avait pas de problème à Lemberg. À 14 ans, c'était l'usine terminée, c'était réglementaire. Aucun problème. Ceux qui n'allaient pas faire des études, ils allaient à l'école, ils allaient chez Heitzmann. Les nouveaux embauchés viennent essentiellement de Lemberg et des villages alentours. Si travailler à la cristallerie dès le plus jeune âge est une évidence, les débuts se font essentiellement dans des tâches secondaires, une manière d'entamer le processus d'apprentissage. Je rentrais tous les soirs et je pleurais. Quand vous arrivez là-dedans, toute une lignée d'hommes, hein, je ne veux pas me plaindre, mais ils m'aimaient tous. Ils me disaient « Skind ». Quand j'arrivais, « Skind kommt ». Et j'avais aucune notion de ce qui était la cristallerie. Bon, au début, les premières journées, j'étais comme à l'école. Ils me donnaient une feuille de papier pour dessiner un peu les formes, les tailles. Plus ça, quoi. Hein. J'étais un apprenti sur le bras. J'avais une place avec 7 tailleurs et là, il fallait essuyer. Et les nettoyer, les sécher, les brosser et les mettre après à l'acide. Sur la place où j'essuyais, il y avait mon père et mes 2 frères. Et là, on n'avait pas
Quand tu sors comme ça de l'école, tu n'as quand même pas le coup de main pour essuyer les verres, hein, t'en cassais. Hein. Ah bah écoutez, ça gueulait derrière. Elle a encore cassé un verre. Dann habe ich in der Winterrundmacherei geschafft. 400 Stück in der Stunde haben wir gemacht. Und dann habe ich sie gewischt und nachher habe ich sie abgeputzt. J'ai travaillé comme porteur à l'Arche, si vous savez ce que c'est. L'Arche, c'était, on mettait les verres dedans, et c'était une arche qui faisait je ne sais pas combien de mètres. C'était un tunnel, quoi. Et c'était chauffé au début, et au bout de 8 heures, il sortait derrière et c'était froid. Halt der erste Tag, wie ich die Hitze haben müssen gehen, hat es immer geheißen, da ist heiß im Sommer. Da muss an die Hefe gehen und die Hände verbrennen da. Dann hat der Papa gesagt, da bleibst du nicht drin. Ich fuhr dich schon raus. Der Heizmann hat wohl gesagt, wenn es ihm gefällt, kann er bleiben. Denn sie haben nicht viel gehabt, wo in die Hitze gegangen sind. Alle haben sie wieder in den Schleif. Heute sind wir um 7 Uhr im Atelier sind. Das ist nicht wie heute. Heute muss stempeln und bist rein. Und da ist vorne ein Portier gewesen. Und der hat geluht, wenn er zu spät gekommen ist er hingeschrieben worden. Verstehen Sie? So viele Minuten habe ich mir noch gefehlt am Saal da. Und ich bin immer bezeichnet gewesen, auch mein Papa war immer der Letzte. Mit den Klumpen. Früher hast du noch Klumpen angehört. Wenn Winter gewesen ist, er war nicht fortgekommen mit einer Klumpe. Dann habe ich ein Jahr in die Hütte gehen und dann sehe ich herauskommen in den Schleif. Jusqu'à 1940, la cristallerie de Lorraine connaît un développement fulgurant. Plus de 200 ouvriers y sont employés. En 1940, l'usine est évacuée en catastrophe lors de la déroute de l'armée française. Après-guerre, la production reprend et atteint des niveaux inégalés. Tous les grands magasins de Paris, à savoir le Bon Marché, les Galeries Lafayette et la Samaritaine, font partie de la clientèle. Il y avait un service commercial à Lemberg, donc j'étais responsable, et il y avait un service commercial à Paris. Et à Paris, il y avait une équipe qui était sur place, qui était sur place, avec un bureau, une salle d'échantillon, et avec des représentants qui vendaient tous les produits aux alentours de Paris. Il y avait un représentant pour l'Italie, pour le Benelux, pour l'Espagne, pour l'Allemagne et pour l'Angleterre. Ça, c'était les plus près. Et ensuite, il y avait une antenne qui était aux États-Unis. Dans les années 1950 et 1960, l'exportation est renforcée. 30 à 40% de la production sont livrés à l'étranger via des grossistes. En obtenant une succursale à Paris, la cristallerie de Lemberg s'impose face aux cristalleries de Saint-Louis et Baccarat. On avait d'excellents verriers et qui n'existaient pas, qui n'étaient pas à Saint-Louis ni à Baccarat. Les clients le disaient. Lemberg avait vraiment le cristal le plus pur de toutes les cristalleries. C'est pas parce que j'ai été là, je travaillais là-dedans, mais c'est vrai. Je connais la composition, je connaissais la composition des autres, et effectivement, c'était ça. Et puis il y avait une question de compétence, de concurrence, parce qu'on était à des prix tout à fait beaucoup plus réduits que Saint-Louis ou Baccarat. C'était la Baccarat, c'était la marque qu'on payait, hein. Mais au point de vue cristal, c'est exactement pareil. C'est Neiter Joseph, hein, c'est comme lui, il est rentré aussi à l'âge de 14 ans dans les années 50, et c'est comme lui qui a créé beaucoup de formes de verre, et c'est d'ailleurs lui qui a fait le vase pour le meilleur ouvrier de France en 1968. On a fait venir des Italiens qui venaient de Murano, des Italiens, des verriers, et qui ont donc introduit à l'époque l'art verrier. Et ça c'était un de nos atouts que les autres n'avaient pas. On avait un bon client, mais je ne sais plus d'où est-ce qu'il venait. C'était de temps en temps, il venait avec un avion de la Suisse et s'appelait Dompu. Et il faisait des grands verres, des petits, des moyens, des coupes, tout. Mais il en voulait tant et tant par mois. Hein. Il fallait se dépêcher pour les tailler parce que parfois on travaillait également des heures supplémentaires. Hast du nicht verschlafen über dem Tailler? Das ist auf Stickung. Und wenn man schleifen ist, muss man können malen und gut sein, dass man nichts letzt schleift. Der Heizmann
Theodor hat Kommune gekriegt von England. Und die hat die ganze Heimarbeiter gekriegt, die Erbe von der Hemschleifer. Und da haben sie Mummerer, Engelbeil, Lehmbeil, sogar Lombach und der Hemschliff abends. Sagen wir mal, im Monat hast du 15 Stunden gehabt. Quand les verres étaient taillés, alors nous, on avait un bain, une petite boîte où on mettait les verres dedans et on nettoyait, on ôtait l'encre. Il fallait qu'ils soient bien propres. On les mettait dans une autre salle, dans le bain d'acide. Die haben müssen sauber sein von der anderen da, weil die sind unter der Flamme gekommen, dass sie wieder geglänzt haben. Der Monsieur Gräbel hat wohl als gemeint, man könnte noch mehr machen. Aber das war auch nicht so einfach. Ne? Ou par contre, quand il y en avait qui savaient que l'autre il a payé 600, ben, demain on va perdre 650. Hein. Mais c'était pas une rivalité méchante, quoi. On payait pas tellement. On était payé par la production. Hein. Si on faisait 100 verres, hein, c'est pas ça. Si on faisait 200, on en avait plus. Et ça dépend aussi quel verre qu'on faisait. Hein. Die Melange, die weiß ich ungefähr, aber was er denken wir hat, nachher, der Patron oder der in der Hütte geschafft hat, der Chef, der hat noch Ton drüber gehabt. Da ist Blei, Sonne und Gläser. Gläser, die abgelaufen sind, der Rest von den Gläsern ist auch dazugeworfen worden. On avait une imprimerie, on avait une machine pour faire les catalogues, on avait aussi l'atelier de dorure, mais qui n'a été créé qu'en 1970. Tout le monde venait à pied le matin à 7 h. À 9 h, il y avait la sirène, on faisait notre casse-croûte. À midi, il y avait de nouveau la sirène, on rentrait à la maison à pied, on mangeait et on revenait pour 1 heure. Et on travaillait jusqu'à 4 h et on rentrait de nouveau à pied. Il y a eu un gosse, un ouvrier, qui est tombé, il s'est fait mal, ou cassé une jambe ou un truc comme ça. Donc il fallait qu'il aille à l'hôpital. Mais il n'y avait pas de VSL, il n'y avait pas de machin. On est allé voir le patron, il dit maintenant, mon fils, il s'est cassé la jambe, il faut le mettre en... Mais c'est pas un problème, je l'emmène. Hein. Il l'emmène à Strasbourg, c'était tout à fait logique, normal. Il y en a beaucoup qui se sont mis en couple, hein, qui ont trouvé leur personne sœur. Hein. Franchement, moi j'ai trouvé Alphonse aussi. Hein. Mon mari, il a travaillé pendant les vacances, il peignait, et voilà. No, Militär sagt er, fragst noch nicht, dann sage ich näher. Da hat er nicht. Die kommt alle mal Wasser holen. Und die Krone hintereinander, schau mal, dass du die kriegst. Na, er hat noch geredet, für mich noch. Und dann habe ich es kennengelernt. Dann sich mit dem Gang. Ein Jahr, 2, und dann war es 21, dann habe ich geheiratet. Et ma sœur, elle a aussi trouvé son mari. C'était un peu ça, hein. C'était les rencontres en plus du travail. « 65, 66, 67, 68, c'était les bonnes années. C'est là où on a fait le nouveau hall, avec la taillerie du tout, et tout ce qui s'ensuit. Là, c'était avec le bain acide, et c'était vraiment là le top le point culminant, si vous voulez, des chiffres d'affaires que nous avions fait. Le premier effondrement a lieu en 1968. Les prix de vente augmentent au même rythme que les salaires et les charges sociales qui constituaient alors 70% du prix de vente d'un verre en cristal fait main. En même temps, l'intérêt pour ces produits chute, notamment auprès des jeunes acheteurs. Les personnes qui se mariaient, ils allaient voir dans un magasin de cristal, ou de cristaux, hein, et ils regardaient et ils avaient une liste de mariages. Ils choisissaient là-dedans ce qu'ils voulaient. Les convives ou la famille payait. Hein. Tandis que maintenant, ça n'existe plus du tout. Hein. Ich habe 4 Junge und dann habe ich als Service geschliffen. Kristall. Hey, denn ihr jungen Frauen gar nichts mehr nach dem Kristall. Was willst du machen? Wir sind nicht gewöhnt aufs Kristall. Wenn man nur mehr Geld hätte, verkaufen. La success story prend fin.
Le cristal perd de son attrait et la concurrence est impitoyable. La cristallerie d'Arques produit 22 000 verres à pied par jour, selon un processus automatique. Les fils Heitzmann, Marcel, Henri et Camille sont face à l'inéductable. Puis ça a marché, hein. Ça a marché, jusqu'à la fin. Bon, à la fin, bon, c'est toujours pareil, c'est ce qu'on dit, hein. Le premier, il sème, l'autre, le deuxième qui passe, il gagne de l'argent, puis le troisième, il ferme. Hein. En 1973, l'entreprise ferme ses portes et 280 salariés sont licenciés. Da ist einer gewesen, hat Benzin getankt und hat gesagt, morgen geht's zu. Ja, sag ich, das ist nicht wahr. Ich habe ja noch geschafft. On est arrivé le matin au boulot, fini. Tac, arrêté. C'était quand même tout un village qui travaillait, hein, et les environs aussi. Hein. Tout le monde a paniqué, hein. C'était terrible. Une affaire de 8 jours, c'était fini. Hein. Ja, mein Mann ist, war Chef d'atelier, der wie noch zugegangen ist. Der ist heimgekommen abends und der hat gekillt. Hein. En 1976, Joseph Grébil, ancien salarié de la cristallerie, tente un nouveau départ. On pouvait être actionnaire, si tu mettais un peu de fric dedans, tu étais actionnaire. En 1990, Joseph Grébil vend la société à la cristallerie Lalique à Wingen-sur-Moder. Après des débuts prometteurs, la cristallerie de Lemberg ferme définitivement en 1997. Les cristalleries de Lemberg font désormais partie du passé. La page se tourne, mais la mémoire reste. De magnifiques pièces, témoins d'un savoir-faire exceptionnel, sont aujourd'hui dispersées aux 4 coins du monde. Quelques 1000 dessins et modèles de croquis sont archivés au Centre international d'art verrier et à la Maison du verre et du cristal à Meisenthal. La commune se tourne aujourd'hui vers l'avenir et bâtit une nouvelle place. Les habitants pourront s'y rendre à pied, s'y distraire, y travailler et par-ci par-là, des indices les feront cheminer sur les traces de leurs aînés. Des verriers au service d'un boulanger qui osa l'incroyable et la belle aventure des cristalleries de Lemberg. Quand j'avais 13 ans, en novembre, mon père est mort d'une embolie pulmonaire. Et ma mère s'est retrouvée avec 8 enfants. Alors, on n'avait pas le choix et on était content qu'il y avait les cristalleries. Et la première fois, quand je suis arrivée là-dedans, il y avait que des hommes. Hein. Alors, je ne vous dis pas, hein, c'était assez effrayant. Et les jours suivants, je rentrais tous les soirs et je pleurais. Que des hommes âgés, tout ça, un monde que je ne connaissais pas. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien de tout ça. Et quand vous arrivez là-dedans, toute une lignée d'hommes, hein, je ne veux pas me plaindre, mais ils m'aimaient tous. Ils me disaient « Skind », quand j'arrivais, « Skind kommt ». Pour commencer, il fallait qu'on cherche les verres à un autre étage, parce qu'on mettait des dessins dessus pour que les tailleurs sur cristaux sachent comment faire la taille. Quand les verres étaient taillés, alors nous, on avait un bain, une petite boîte où on mettait les verres dedans et on nettoyait, on ôtait l'encre. Et on essuyait bien, il fallait qu'ils soient bien propres. On les mettait dans une autre salle, dans le bain d'acide. Pendant 2 ans, j'ai essuyé les verres et tout ça. Kent, lundi, il faut que tu descendes, il faut que tu ailles au magazine. Et alors j'ai emballé les verres qui venaient de la taille, qui étaient propres. Et après ça, après on m'a mis aux préparations des commandes. Dans le temps, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Tout le monde venait à pied le matin à 7 h. À 9 h, il y avait la sirène, on faisait notre casse-croûte. À midi, il y avait de nouveau la sirène, on rentrait à la maison à pied, on mangeait et on revenait pour 1 heure.
Et on travaillait jusqu'à 4 heures. Et on rentrait de nouveau à pied. Il y a Götzenbrück et Alton, ils avaient tous des petits bus qu'on les cherchait. Et Montbrunn. Quand il y avait eu quelqu'un qui avait fait, quand c'était la Saint-Joseph, oh mon Dieu, hein, ça chantait. Il fallait écouter comme ils chantaient dans les halles. Ça résonnait de partout, hein, ils chantaient. Ou quelqu'un se mariait ou n'importe, vous aurez dû entendre ça. Et c'était vraiment touchant, c'était vraiment ce qu'il y a plus de nos jours. Ben, tout le monde, hein, si vous voulez, tout le monde a travaillé là-bas. Et la plupart du temps, on a trouvé nos maris à la cristallerie. Hein. C'était comme ça. Hein. Mon mari, il a travaillé pendant les vacances, il peignait, et voilà. Et ma sœur, elle a aussi trouvé son mari. C'était un peu ça, hein. C'était les rencontres en plus du travail. Le cristal, pour moi, c'est de l'art. C'est quelque chose de très beau et de très fin, qui est fait avec les mains de l'homme. Je sais que quand je préparais les commandes, il y en avait beaucoup pour Paris, il y avait à Strasbourg, il y avait des magasins à Strasbourg, il y en avait partout. Hein. On avait beaucoup de commandes, on avait beaucoup de clients. Le plus dur, c'est quand on a entendu qu'ils vont fermer. C'était ça le plus dur, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'ouvriers. Hein. C'était quand même tout un village qui travaillait, hein. Et les environs aussi. Hein. Il y avait de Alton, il y avait de Götzenbrück, il y avait de Montbrunn, hein, qui venaient travailler. Et c'était quand même un choc. Et c'était dommage qu'il n'y avait pas de repreneur, parce que je crois qu'il pourrait encore exister. Je suis sorti de l'école en juillet 67, et donc on a facilement trouvé de l'emploi. Et comme beaucoup de gens qui travaillaient à la cristallerie, je suis été embauché à la cristallerie dans l'atelier de création pour les verres et différentes activités. Et j'avais aucune notion de ce qui était la cristallerie. Bon, au début, les premières journées, j'étais comme à l'école. Ils me donnaient une feuille de papier pour dessiner un peu les formes, les tailles, tout ça, quoi. Hein. J'étais un apprenti sur le bras. On avait l'activité de création des formes de verre, hein, différents modèles. On avait pour la taille, dessiner les verres, différentes tailles pour les tailleurs. Et après, on avait encore une petite imprimerie avec un labo photo et un studio photo pour photographier tous les verres, pour pouvoir faire un catalogue. On avait aussi l'atelier de dorure, mais qui n'a été créé qu'en 1970, hein, avec les différents modèles, comme vous pouvez voir, là, il y a un verre qui a été doré, quoi. Hein. Et tous ces... c'était dirigé par M. Neiter Joseph, quoi. Il est rentré aussi à l'âge de 14 ans, dans les années 50, et c'est comme lui qui a créé beaucoup de formes de verre. Et c'est d'ailleurs lui qui a fait le vase pour le meilleur ouvrier de France, en 1968. Pour les ouvriers qui travaillaient dans la halle, les verriers, ils avaient quand même, le soir, ils devaient rentrer quand même à un certain nombre de verres déterminés. Hein, en été, quand il faisait chaud, hein, ils devaient travailler en torse nu, plus ou moins, et c'était quand même, il fallait qu'ils aillent au four chercher avec la canne le verre et puis le modeler. C'était quand même, et en hiver, je ne veux pas dire qu'il faisait froid, mais bon, c'était quand même dur, quoi. Et le bruit, il y avait quand même le bruit des aérothermes, tous ces... à la taille, c'était encore, je ne veux pas dire pire, mais ils avaient quand même le bruit des machines de taille qui devaient... pour terminer un verre, il fallait quand même 5-6 personnes. La personne qui allait chercher le verre au four, qui après le donnait pour souffler la paraison. Après, il y avait le maître de place qui faisait la jambe et le pied. Et après, un jeune qui l'emmenait à l'arche pour la recuisson du verre. Monsieur Theodor Heitzmann a créé la cristallerie en 1925. Et après son décès en 1955, c'est ses fils, donc il y avait Marcel, Henri et Camille qui ont repris l'usine. Chacun dans un rôle différent. Hein. Monsieur Camille était à Paris, ils avaient un bureau, un magasin à Paris, et Henri et Marcel, ils étaient à l'usine. Voilà.
À l'époque, c'était dur. Hein. En 73, quand ils ont fermé, il y avait quand même plus de 300 personnes qui y travaillaient. Maintenant, on l'a rasé. Il y a quand même un projet derrière. C'est surtout ça qui est important maintenant de retenir. On ne pouvait pas laisser ces bâtiments en friche ou en ruine. J'avais tous les amis qui étaient à l'usine de la cristallerie. J'ai commencé à travailler à 15 ans et demi, en 1962, parce que comme avant j'étais à la Puddingstube, comme on l'appelait à l'époque, à Jeanne d'Arc, à Beach, et je ne voulais plus rester, je voulais aller travailler. Eh bien écoutez, je suis allée travailler là-bas pour toucher un petit salaire, quoi, parce qu'on n'était pas trop bien payé. On recevait le 15, on recevait l'acompte, et le premier, on recevait le reste. J'avais une place avec 7 tailleurs et là, il fallait essuyer. Et les nettoyer, les sécher, les brosser et les mettre après à l'acide. Et à l'acide, il fallait de nouveau, ils étaient alors brillants, et là, il fallait de nouveau les rechercher, pour de nouveau les essuyer, pour les mettre au magasin. Sur la place où j'essuyais, il y avait mon père et mes 2 frères, et là, on n'avait pas. Quand tu sors comme ça de l'école, tu n'as quand même pas le coup de main pour essuyer les verres, hein, t'en cassais. Hein. Ah ben écoutez, ça gueulait derrière. Elle a encore cassé un verre. Eux, on ne leur payait pas les verres que nous on cassait. Alors, vous voyez un peu le système. Hein. Nous, on était vraiment isolés. On avait un mur avec du bois qui était fermé. Hein, parce que nous, on était à part. Hein. En 64, la nouvelle halle qui a été construite. Et là, on est allés tous ensemble en bas. Il y avait la taille, il y avait le magasin, tout était là-bas. Et les chefs, hein, tout était là. Quand on est arrivé dans la nouvelle halle, il n'y avait plus besoin d'essuyer les verres. C'était fini parce qu'ils avaient installé une machine à ultrasons. En 73, ça a fermé. Il y avait une équipe qui restait là pour tailler et pour tout vider parce qu'ils ont vendu les machines pour tailler, ils les ont vendues. Et en 76, M. Gréville, il a recommencé avec 50 personnes. On pouvait être actionnaire. Si tu mettais un peu de fric dedans, tu étais actionnaire. Et là, il a changé de nom. C'était plus Cristallerie Lorraine, c'était la nouvelle société de la Cristallerie Lorraine. On avait un bon client, mais je ne sais plus d'où est-ce qu'il venait. De temps en temps, il venait avec un avion de la Suisse et il s'appelait Dompu. Et il faisait des grands verres, des petits, des moyens, des coupes, tout. Mais il en voulait tant et tant par mois. Hein. Il fallait se dépêcher pour les tailler parce que parfois on travaillait également des heures supplémentaires. En 1993, l'usine a été... ce qui était encore là, les tailleurs et les verriers sont descendus à Vinges. Ils ont été repris par la Ligue. Mais ils ne sont pas restés longtemps. Hein. Ils ont presque tous été licenciés. Hein. Il y a un des fils de Heitzmann qui est venu et qui a dit il y a des problèmes, samedi on ferme. Il est venu le lundi et samedi on ferme. Écoutez, mais c'était terrible. Hein. Tout le monde a paniqué. Hein. C'était terrible. Une affaire de 8 jours, c'était fini. Hein. C'était une usine qui était à 3 frères. Hein. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Il y avait eu des problèmes de sous, ou bien plus de problèmes de trop de commandes qui n'arrivaient plus à payer. Hein, je ne sais pas. Ben, écoutez, un beau jour, il y a un collègue qui a pris un extincteur et qui l'a pris en main et qui l'a retourné. Et il pensait pas que tout allait sortir. Il a commencé à sortir de la mousse. Il voulait nouveau le suspendre, mais malheureusement, ça ne marchait plus. Tout était plein de mousse. Hein. Après, les chefs, on s'est fait un peu engueuler. Qu'est-ce qui nous a pris de toucher à ça? Ben, au début, tu avais toujours envie encore d'y aller. Tu pensais que... Au début, hein, c'est terrible. Et on a parfois des ouvriers qui venaient de temps en temps... monter les escaliers, puis enfin, peu voir comment que ça se passe là, parce qu'ils avaient toujours l'impression de venir encore faire un petit coucou. Hein. Ben, écoutez, moi, je vous dis franchement, quand ils ont arraché l'usine, mais au début, hein, pas maintenant, déjà avant, moi, j'allais tous les jours hein, voir. Eh bien, écoutez, encore quelque chose, ces anecdotes. Vous savez quoi? Disons que ceux qui ont travaillé là en bas, il y en a beaucoup qui se sont mis en couple, hein. Ils ont trouvé leur personne sœur, hein,
Franchement, hein, moi j'ai trouvé Alphonse aussi, hein, quand ils ont été revenus du militaire. Ah bah, écoutez, il y en a beaucoup qui ont eu un gars de la taille ou bien de la Halle. C'était comme ça. Hein. Mein Mann hat in der Kristallerie geschafft und ich habe in Sackermann in der Feiers geschafft. Und dann war es ein bisschen weit und dann hat er mir einen Platz gesucht, da in Lemberg, da unten in der Kristallerie. Als wenn dann nachher wieder gefragt hat, habe ich schon kommen. Und dann habe ich unten im Averier unten geschafft. Dann habe ich aber 3 Kinder gekriegt, dann bin ich daheim geblieben. Nachher habe ich wieder angefangen, wie ich glänzte 7 Jahre alt war. Und dann habe ich in der Winterrundmacherei geschafft. 400 Stück in der Stunde haben wir gemacht. Und dann habe ich sie gewischt und nachher habe ich sie abgeputzt. Und von der anderen Tag, die mussten sauber sein, von der anderen Tag, weil die sind unter der Flamme gekommen, für dass sie wieder geglänzt haben. Und dann nachher, wenn um 4 habe ich noch gewischt von der Dunk. Und ja, der Monsieur Gräbel hat wohl als gemeint, man könnte noch mehr machen. Aber das war auch nicht so einfach. Da. Ich könnte es noch gerne gemacht, bloß es ist geschafft gewesen. Man musste arbeiten. Es war nicht nichts geschafft. Es ist, hat müssen dran gehen. Ich habe mit niemandem nichts geredet und dann hat man da mal gebabbelt, dann hat man mal dort. Und wenn man dran durchgegangen ist, man hat auch noch eine Minute Zeit gehabt für ein bisschen babbeln. Ja, mein Mann ist war Chef d'Atelier, der wie er zugegangen ist. Der ist heimgekommen abends und der hat gekillt. Wir haben, wir haben Angst gehabt. Wir sind sogar auf Metz manifestieren, wo wir gemeint haben, es geht wieder auf. Wir haben durch da gestanden und haben auch nichts mehr gehabt. Und ja, nach dem Monchen sind wir auf Wingen arbeiten gegangen. Und mein Mann hätte auch gehen, aber dann hat er nicht richtig gewählt. Und dann hat er gedacht, in Lemberg ist er daheim und wie es ist. Gell? Und dann haben wir nachher mit Monsieur Gräbel angefangen, mit der Palais zusammen. Und ja, dann ist das wieder gelaufen. Ja, wenn ich aufgehört habe zu arbeiten, mein Mann war krank, dann habe ich von ihm da auf der anderen habe ich gesagt, das kann ich nicht mehr haben, wenn ich heimkomme zum Essen. Und das war traurig Dinges. Dann habe ich gekündigt. Dann bin ich nur noch aufs Büro und habe gesagt, ich wollte jetzt nicht mehr kommen. Und dann habe ich alle Morgen als geheilt, wie ich daheim war. Und dann sind ich, die Leute haben mir gefällt. Mein Mann hat noch nicht viel geredet. Und depressiv gewesen und dann hat es mir gefehlt. Dann hat mir der Erbe da gefehlt und der Lied. Ja, das vergesse ich nicht. On a terminé l'école le vendredi, c'était terminé à 14 ans, et le lundi j'ai commencé à l'usine. J'ai travaillé comme porteur à l'arche, si vous savez ce que c'est. L'arche, c'était, on mettait les verres dedans, et c'était une arche qui faisait je ne sais pas combien de mètres. C'était un tunnel, quoi. Et c'était chauffé au début, et au bout de 8 heures, il sortait derrière et c'était froid. Et après ça, j'ai fait 3 ans pour le CAP. Ça se passait à Saint-Louis, tous les mercredis. Après porteur à l'arche, j'ai fait cueilleur de pieds ou de jambes. Après ça, je suis parti comme souffleur. Et après ça, j'ai fait les pieds. Ça dépend comment ils se sont levés le matin. Ouais. Bah, c'est les souffleurs qui font marcher une place. Hein. Il y a 2 souffleurs. Hein. Parce qu'il y avait 7 bonhommes sur une place. 2 souffleurs, 2 cueilleurs, le chef de place, et le faiseur de pied, et le porteur à l'arche. Ça fait 7 bonhommes. Et si les souffleurs n'avaient pas envie, hein, c'était le chef de place qui... Et le chef de place était toujours le plus vieux. Hein. C'était le chef. Hein. Ça dépendait des jours. Hein. C'est pas tous les jours, ils sont pas pareils. Hein. Si on n'a pas envie de faire quelque chose, on ne fait rien. Hein. Ça, c'est le souffleur. Il souffle dans un moule. Bon, là-haut, il y a la calotte, hein, c'est fermé. Parce qu'il y a la canne après. Hein. Il y a la canne. Et ça, c'est ça. Et après ça, la gauche, c'est le chef de place. Il y a un gamin qui va ramener du verre, il va
poser là-dessus comme ça. Mettre du verre là-dessus. Et c'est lui qui façonne la jambe, le chef de place. Et quand il a façonné la jambe, il passe derrière, et derrière, il y a celui-là qui fait les pieds. Et celui-là qui fait les pieds, il y a de nouveau un cueilleur qui vient, met du verre là-dessus, et il y a une palette, et il fait le... Parce que là, c'est comme ça, hein. 1400, 1500 degrés, le four. Et par temps, pareil. En hiver, on était caillé, et puis en été, on était crevé de chaleur. Théodore. Je l'ai connu, mais en étant gamin. Parce que mon père était bien avec lui. Et il demandait toujours pour le foot. Hein. Mon père était fanat du foot. Et après, il y avait les 3 frères. Il y avait Henri, Marcel et Camille. C'était 3 frères qui dirigeaient la boîte après. La pression, c'était entre les ouvriers eux-mêmes. Parce que là, plus vous faisiez de verre, plus vous gagnez. On était au moins une centaine hein, dans la halle. Hein. Puis il y avait des places. Hein. Il y avait menuisier, il y avait maçon, il y avait de tout. Hein. On rentrait à midi pour manger, on revenait pour 1 heure. On rentrait à 4 heures. Ou par contre, quand il y en avait qui savaient que l'autre il a fait 600, ben, demain on va faire 650. Hein. Mais c'était pas une rivalité méchante, quoi. Et celui qui ramenait la camelle pour midi, on pouvait la faire chauffer en bas. Il y avait un responsable de la cantine. On payait pas tellement. On était payé par la production. Hein. Si on faisait 100 verres, hein, c'était pas ça. Si on faisait 200, il y en avait plus. Et ça dépend aussi quel verre qu'on faisait. Hein. On est arrivé le matin au boulot, fini. Tac, arrêté. Wie ich aus der Schule gekommen bin, hat es gesagt, du musst halbe Jahr zum Heizmann gehen, denn da fehlen Leute in der Hütte. Halt der erste Tag, wie ich die Hütte haben müssen gehen, hat es immer gesagt, da ist heiß im Sommer. Da muss an die Hefe gehen und die Hände verbrennen da. Dann hat der Papa gesagt, da bleibst du nicht drin. Ich fahre dich schon raus. Der Heizmann hat wohl gesagt, wenn es ihm gefällt, kann er bleiben. Denn sie haben nicht viel gehabt, wo in die Hütte gegangen sind. Alle haben sie in den Schleif. Morgen sind wir um 7 Uhr im Atelier sind. Das ist nicht wie heute. Heute muss stempeln und bist rein. Und da ist vorne ein Portier gewesen. Und der hat geluht, wenn er zu spät gekommen ist er hingeschrieben worden. Verstehen Sie? So viele Minuten habe ich mir noch gefehlt am Saal da. Und ich bin immer bezeichnet gewesen, aber mein Papa war immer der Letzte. Mit den Klumpen. Früher hast du noch Klumpen angehört. Wenn Winter gewesen ist, dann war ich nicht fortgekommen mit den Klumpen. Dann habe ich mir ein Jahr in die Hütte gehen und dann sehe ich herauskommen in den Schleif. Die Melange, die weiß ich ungefähr, aber was er nicht gemacht hat, nachher, der Patron oder der in der Hütte geschafft hat, der Chef, der hat noch Tonnen drüber gehabt. Da ist Blei, Sonne und Gläser. Gläser, die abgelaufen sind, der Rest von den Gläsern ist auch dazugeworfen. Und mein Papa hat auch drin geschafft, aber bei meinem Papa habe ich nicht sehen. Habe ich nichts gelehrt. Ich musste zu einem Fremden gehen, verlehren. Aber wenn man Schleifer ist, muss man können malen und gucken sehen. Als man nichts letzt schleift. Hast du nicht schlafen über dem Taille. Das ist auf Stickung. Der Heizmann, Theodor, hat Kommand gekriegt von England. Und die hat die ganze Heimarbeiter gekriegt, die Erbe von der Hemmschleifer. Und da haben sie Mummerer, Engelball, Lehmball, sogar Lombach, haben der Hemm geschliffen abends. Sagen wir mal, im Monat hast du 15 Stunden gehabt. Für mein Ding, weil ich nicht mehr weiß, war schön. Aber heute ist es nicht mehr schön. Ist ganz anders. Nicht? Heute schaffen sie alle auf Maschinen. Heute wird nicht mehr Taille mit Bier, heute mit Diamant. Das nimmst du immer in die Tonnen als Taille. Die Autos sind erst gekommen, wo ich vom Militär heimgekommen bin, 56. Hat er Auto gehabt. Aber vorher hat er die 2 Pär gehabt und Kiel. Und dann habe ich dort alles geholfen, im Stall.
Wenn einer Geburtstag hatte, haben wir gefeiert in der Wirtschaft. Ja. Sind wir vom Schaffen in die Wirtschaft. Das ist nicht weit gewesen, heute haben wir keine Wirtschaft mehr. Das ist doch praktisch gewesen, aber wir haben nicht viel verdient. Warst aber daheim. Nein, ich habe wegen das Doppelte verdient. Ich habe mir nichts draus gemacht. Ich habe erst gesehen, wenn man in einer Fabrik geht, dass man mehr kriegt, kann mehr kriegen. Verstehen Sie? Das Briefweg gewesen, heißt man. Du hast keinen Verbund, der verbrennt, oder bist ein Glas war. No, Militär sagt er, freisch noch nicht, dann sage ich, näher. Da hat er nicht. Die kommt alle mal Wasser holen. An der Krone hintereinander, schau mal, dass du die kriegst. Na, er hat noch geredet, für mich noch. Und dann habe ich es kennengelernt. Dann sich mit dem Gang. Ein Jahr, zwei, und dann war es 21, dann habe ich geheiratet. Ich habe 4 Junge. Und dann habe ich als Service geschliffen. Kristall. Hey, denn ihr junge Frauen gar nichts mehr nach dem Kristall. Die kaufen sich. Tag. Das ist gerade so schön und gerade so hell. Das Kristall ist ein Schluss, das geht nicht mehr. Ich habe da Service, die Jungen will das gar nicht. Die Frau nichts da noch. Was willst du machen? Wir sind nicht gewöhnt aufs Kristall. Wenn man nur mehr Geld hätte, verkaufen. Der Schwager hat angerufen vom Hemmer. Da ist einer gewesen, hat Benzin getankt und hat gesagt, morgen geht's zu. Ja, sag ich, das ist nicht wahr. Ich habe ja noch geschafft. Tatsächlich, freitags fahren wir da unsere Schafe, jetzt geht morgen nicht zu. C'était comme ça. Les gens à l'époque, il n'y avait pas de problème à Lemberg. À 14 ans, c'était l'usine terminée, c'était réglementaire, aucun problème. Ceux qui n'allaient pas faire des études, ils allaient à l'école, ils allaient chez Heitzmann. Et j'ai commencé à travailler à la Cristallerie-Lorraine à l'âge de 22 ans. Il y avait un service commercial à Lemberg, donc j'étais responsable, et il y avait un service commercial à Paris. Et à Paris, il y avait une équipe qui était sur place, qui était sur place, avec un bureau, une salle d'échantillon, et avec des représentants qui vendaient tous les produits aux alentours de Paris. Et moi, mon boulot, j'avais donc je dirigeais donc l'équipe des représentants, qui y avait 5 représentants en France, donc l'Est, le Nord, l'Ouest, donc la Bretagne, le Sud-Ouest et le Sud-Est, et avec la vallée du Rhône, plus tous les représentants qui s'occupaient donc de l'export. Il y avait un représentant pour l'Italie, pour le Benelux, pour l'Espagne, pour l'Allemagne et pour l'Angleterre. Ça, c'était les plus près. Et ensuite, il y avait une antenne qui était aux États-Unis. C'était donc l'organisation de services commerciaux. On avait d'excellents verriers qui n'existaient pas, qui n'étaient pas à Saint-Louis ni à Baccarat. Dans les années fin 50, on a fait venir des Italiens qui venaient de Murano. Des Italiens, des verriers, et qui ont donc introduit à l'époque l'art verrier. Et ça c'était un de nos atouts que les autres n'avaient pas. Les clients le disaient. Lemberg avait vraiment le cristal le plus pur de toutes les cristalleries. C'est pas parce que j'ai été là, je travaillais là-dedans, mais c'est vrai. Je connais la composition, je connaissais la composition des autres, et effectivement, c'était ça. Et puis il y avait une question de compétence, de concurrence, parce qu'on était à des prix tout à fait beaucoup plus réduits que Saint-Louis ou Baccarat. C'était la Baccarat, c'était la marque qu'on payait, hein. Mais au point de vue cristal, c'est exactement pareil. Tout le monde disait la Lorraine contaminée. Je ne disais pas la cristallerie Lorraine, la Lorraine est là. Automatiquement, hein. Et c'était connu partout, aux États-Unis, au Brésil, partout, c'était connu partout. 65, 66, 67, 68, c'était les bonnes années. C'est là où on a fait le nouveau hall, avec la taillerie et tout ce qui s'ensuit. Là, c'était avec le bain acide, et c'était vraiment là le top le point culminant, si vous voulez, des chiffres d'affaires que nous avions fait. Je faisais les foires, je faisais donc le Vijorka, hein, la foire de Paris, ensuite la foire de Francfort, la foire de Milan, la foire de Lyon. Hein.
C'était mon job, c'était d'amener tout ça, et puis les clients venaient, et puis on voyait les nouveautés, et quand il y avait un truc spécial, bon, j'allais faire un tour avec les représentants. Ça, je le faisais au moins une fois ou 2 fois par an. Il y avait les communions, il y avait les mariages, il y avait les listes de mariage. Les personnes qui se mariaient, ils allaient voir dans un magasin de cristal, ou de cristaux, hein, et ils regardaient, et ils avaient une liste de mariage. Ils choisissaient là-dedans ce qu'ils voulaient. Les convives ou la famille payait. Hein. Tandis que maintenant, ça n'existe plus du tout. Hein. Il y avait des Cristal d'Arc et qui avait Etzmiesel en Allemagne, hein, qui était le plus gros. Hein. Il faisait tout mécaniquement. Hein, et quelque chose de formidable. Hein. Un très beau produit. Hein. Et il n'y avait pas de bulle ni de machin, il n'y avait rien dedans. Hein. C'est mécanique. Mais le produit était le même. Celui qui a fondé l'usine, c'était le papa, le Théodore. Il était boulanger et était cultivateur. Et à un moment donné, ça lui a dit, ils ne veulent plus de son pain. Il a dit, si vous ne faites plus de pain, moi j'ai fait du cristal. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Hein. Et après, il y a les fils qui sont rentrés. Les fils, donc le Marcel, l'aîné, Henri et Camille, les 3 frères, Heitzmann. Puis ça a marché. Hein. Ça a marché jusqu'à la fin. Bon, à la fin, bon. Ben. C'est toujours pareil, c'est ce qu'on dit. Hein. Le premier, il sème. L'autre, le deuxième qui passe, il gagne de l'argent, puis le troisième, il ferme. Hein. Avec Joseph, on s'inspire bien sûr de ce que moi je voyais et de les échos que j'avais de mes représentants, de ce qui pouvait marcher et ce qui marchait, qui se marchait sur le marché. Alors on faisait aussi, nous aussi, on essayait de sortir des produits analogues, pas les mêmes, mais analogues. Et effectivement, on avait fait des trucs qui étaient en unique, qui étaient formidables, mais ils ne me suivaient pas. Ils disaient non, c'est pas pour nous. Rien à faire, hein. Il y a eu un gosse, un ouvrier, qui est tombé, il s'est fait mal, ou cassé une jambe, ou un truc comme ça. Donc il fallait qu'il aille à l'hôpital. Mais il n'y avait pas de VSL, il n'y avait pas de machin. On est allé voir le patron, il dit maintenant, mon fils, il s'est cassé la jambe, il faut le mettre en... Mais c'est pas un problème, je l'emmène. Hein. Je l'emmène à Strasbourg, c'était tout à fait logique, normal. Ben c'est le chauffeur qui roulait. Et il est arrivé que le patron roulait aussi. Hein. Et il faut qu'il fasse quelque chose pour qu'il se rappelle qu'il y a eu une usine à Lemberg et que Lemberg était là où est cette place maintenant. Il ne faut pas oublier ça.